Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 août pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Si vous voulez faire l'expérience du désert sans mourir de soif, rendez-vous sur les marchés ». Oui, des marchés complètement désertés, puisqu'hier par exemple à Paris, on a vu les volumes s'effondrer à moins de 1,5 milliard à 17h29, et puis bien sûr avec les transactions techniques souvent complètement artificielles du fixing, on a atteint juste les 2 milliards de transactions. Pourtant hier matin on a eu de la volatilité, pensez donc 40 points de baisse pour le CAC 40 au cours des 5 premières minutes, suivi de 70 points de hausse en ligne droite façon funiculaire. Les algos étaient à la manœuvre, la volatilité généralement c'est du volume, et bien hier il n'en a rien été. En fait, on avait atteint 250 millions d'euros de transactions au bout d'une heure, et ensuite, on n'a même pas réussi à tenir une cadence de 200 millions d'euros de transactions par heure, même après l'ouverture de Wall Street. Et quand on analyse qui a fait ces 200 millions de transactions à l'heure, on s'aperçoit que dans 85, voire peut-être même 90% des cas, c'était uniquement des ordres automatisés, complètement algorithmiques. Et comme j'expliquais hier matin, on ne peut qu'être bluffé par la fantastique identité des algorithmes utilisés par les principales banques. C'est curieux, ou alors tous les programmeurs ont été exactement à la même école et appliquent exactement les mêmes recettes, ou alors on s'est surtout entendu pour ne pas mettre au point des algos qui devanceraient celui du voisin ou qui entraînerait la mise en œuvre de stratégies qui seraient contrariennes. Donc, on est là vraiment dans un magnifique exemple de collaboration à grande échelle au niveau des algos. Alors hier, à Wall Street, on se demandait, c'était un peu l'enjeu du jour, si on obtiendrait une 33e séance d'affilée avec une volatilité inférieure à 1% en intraday et en clôture. Alors on a failli déraper hier, et oui, le Nasdaq a affiché jusqu'à moins 1% à une demi-heure de la clôture, heureusement on s'est rattrapé, et le Nasdaq termine en baisse de 0,8, les autres indices américains se contentant de varier de moins 0,4 ou moins 0,5, ouf, on a respecté le cahier des charges. Depuis le 14 juillet dernier, il n'y a plus de volatilité. Bon, ça veut dire aussi que les banques centrales sont non seulement à la manœuvre, mais sont maintenant les seules à opérer sur le marché. Et là, ça pose bien plus que des questions économiques et existentielles, puisque les banques centrales sont les seules à faire les cours au jour le jour. Alors au Japon, c'est une évidence, puisqu'avec 60% des ETF actions, rien ne se fait sans que la BOJ n'ait décidé que les cours devaient être à tel ou tel niveau. Aux États-Unis, on voit bien également que le dialogue permanent entre la Fed, les grandes banques d'affaires, ce dialogue est extrêmement étroit et que c'est bien la Banque centrale qui fait la tendance au jour le jour. Mais quand il n'y a qu'un seul acteur, on ne peut plus parler de marché. L'analyse technique, d'ailleurs, ne sert strictement à rien. Parce que l'analyse technique analyse de la psychologie. Il n'y a aucune espèce de psychologie à analyser, puisque c'est la Banque centrale qui décide ce que doivent être les cours, et que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ont exactement les mêmes algorithmes. Autrement dit, en fait, on programme les algorithmes de façon à ce que le diagnostic technique qui en ressort soit indéfiniment, irrémédiablement haussier. Mais ce n'est plus un marché. Donc sans marché, ce n'est plus non plus une économie de marché. Et quand on n'est pas dans une économie de marché, tous les exemples que l'on peut observer, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la Chine de Mao, quand on a une économie sans marché et avec, en plus de ça, de la fausse monnaie,
puisque les banques centrales impriment ou ont imprimé à tour de bras, eh bien, ça va forcément dans le mur. Ça va dans le mur, évidemment, jusqu'au jour où, d'un seul coup, on ne peut plus maintenir, en fait, le vélo droit. Il n'y a plus personne pour pédaler. Et là, effectivement, quand on voit les volumes quotidiens, on voit qu'il n'y a effectivement plus personne pour pédaler. Et c'est un petit peu comme le jeu Pokémon Go. En l'espace d'un mois, Pokémon Go a perdu 15 millions de joueurs. Eh bien, les marchés, eux, ont perdu pratiquement 1,5 milliard d'actionnaires en l'espace de quelques années, puisque plus personne ne s'intéresse à la bourse, plus personne ne fait de bourse. Les seules actions qui finalement participent au jeu sont celles qui sont gérées par les fonds de retraite, par les compagnies d'assurance, par les banques qui gèrent quelques OPCVM, mais comme tout le monde applique exactement les mêmes algorithmes, donc il n'y a aucune opinion, il n'y a aucune vision dans le marché. D'ailleurs, quand vous entendez les gérants qui s'expriment tous les jours sur les chaînes économiques, ils vous disent « nous investissons dans les actions par défaut parce que le reste ne rapporte rien ». Bon, quand on en est là, on ne gère pas. On fait uniquement de l'allocation d'actifs. Cette allocation d'actifs, on l'a fait d'après ce que l'on anticipe des stratégies des banques centrales, mais les banques centrales n'ont plus aucune stratégie, puisque ça ne sert à rien de faire monter des cours dans une économie où ces cours ne correspondent à aucune évaluation de ce qui va bien, de ce qui va mal, de ce qui est utile à l'économie. Donc les marchés, aujourd'hui, sont comme les banques centrales, sont devenus totalement inutiles et ne reflètent plus rien. Vous comprendrez que dans ces conditions, nous soyons toujours de fervents partisans d'accumuler quelque chose qui a du sens, de la vraie valeur, c'est-à-dire eh bien, des métaux, de l'or, de l'argent, et puis accessoirement de l'immobilier, pour ceux qui trouveraient quelques opportunités. Alors pas en France, c'est bien sûr beaucoup trop cher, mais on a encore des possibilités d'investir dans l'immobilier au Portugal, en Espagne, voire en Allemagne.